et bienvenue sur YouTube. Je me présente, je suis Sablir. Ah mais on sait que tu t'appelles Sablir. C'est le nom de ta chaîne. Bah oui, mais pas ma chaîne. Enfin, du moins plus ma chaîne. Parce qu'il y a quelques jours, je vous ai fait une vidéo de présentation de chaîne. Maintenant, il y a un pote qui m'a rejoint sur la chaîne. Et oui. Et si vous voyez la vidéo sur le Bourget, vous verrez que la voix off, c'est pas la mienne, c'est la sienne. C'est lui qui a fait la vidéo. Et franchement, il n'y a pas à dire. La vidéo est juste excellente. C'est un diaporama, c'est comme mon truc sur Concorde, mais en plus complet. Les photos, pardon, c'est lui qui les a faites. C'est du fait maison. C'est excellent. Franchement. Je te remercie beaucoup pour cette vidéo. Si tu regardes ma vidéo. Et je vais faire une vidéo comme tu m'as demandé, sur le thème que tu m'as demandé, sur les 547. Je suppose que tu insinuais de faire un diaporama là-dessus ou quelque chose dans le genre, comme j'avais fait sur mon corps. Mais je vais faire quelque chose de plus complet. Je vais te faire un narratif de l'avion. Je vais vous faire un narratif de l'avion. Cet avion qui a une histoire de fou. Une histoire de fou. C'est un avion américain, c'est le 747. Ouais, 747. Cet appareil a quasiment 50 ans. Vous vous rendez compte? Un demi-siècle et il est encore en service. Bon, c'est sûr, il n'a pas la même importance qu'il y a 30 ans. Mais quand même. Alors, revenons au tout début de l'histoire. Nous sommes en 1966. Il y a 50 ans. 51. Juan Trippe, PDG de l'entreprise Pan American Waterways, qui a fait faillite dans les années 80, début des années 80, suite à la crise de pétrole, et le PDG de Boeing, je ne connais pas son nom, ont un discours. Entre chefs d'entreprise. Ils sont en train de parler de l'avenir du transport aérien. Et Boeing avait lancé comme projet un avion supersonique de grande capacité. C'est-à-dire, en gros, si vous voulez, un Concorde, mais il y avait beaucoup plus de place, parce que le Concorde ne dispose que de 100, voire 130 places en maximum. Alors que cet appareil, lui, devait être un long courrier qui transporte beaucoup de personnes à la fois à Mach 2. Mais le projet n'a jamais abouti. Et le 747, si vous voulez savoir, c'était l'avion qui devait le précéder. Mais de base, le 747 était un avion cargo. Avant tout, c'était un avion cargo. Et la bosse, c'était uniquement l'emplacement pour y mettre le cockpit. Vous saurez maintenant d'où vient la bosse et vous pouvez vous péter envers vos amis. Je sais d'où vient la bosse des 747. Ah ouais, vient d'où? Eh ben en fait, à la base, c'était pour mettre le cockpit parce que l'avion est un avion cargo. Génial. Vous pourriez un peu vous la péter si vous êtes si vous êtes entre potes, fans d'aviation. Vous pourriez vous la péter, même si ça sert absolument à rien de le savoir. Enfin, sauf si vraiment vous y connaissez en avion et ça vous importe énormément et que vous faites un documentaire là-dessus, voilà. Hein. C'est toujours bon à savoir. Donc voilà, un avion cargo commandé par la compagnie Pan Am à Boeing. Sachez que Boeing a joué l'avenir de la compagnie, pas Pan Am, hein, Boeing a joué son avenir dans cet avion. S'il vous plaît, Boeing, bye. Imaginez profit d'Airbus à l'heure actuelle. Oh, mais c'est con, hein, punaise. Si Boeing avait fait fight avec le 747, nous on serait premiers dans les ventes aujourd'hui. Yeah, et nous on est sur le premier pour les Européens là. 747 ils se vendaient comme des petits pas, maintenant il y a le 777, c'est génial, on s'est fait une réputation grâce à ce jet. Enfin, une réputation qui était quand même déjà assez faite avec le 707 et plutôt avec des Boeing de type... bon, on va pas s'attarder sur les avions trop anciens. On va pas parler du 247 ou du 377. Hein. Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous ne connaissez pas. Mais 747, ça je peux vous garantir que vous connaissez. Je suis certain que toutes les personnes de plus de 50 ans qui ont pris l'avion au moins 5 fois dans leur vie ont déjà pris un 747. Moi-même, j'ai quasiment 15 ans. Je l'ai pris 2 fois. Une fois à l'aller pour faire un vol Francfort-Washington avec la Lufthansa avec un 747-8i. Et le retour, un coup-ci où on partait de Boston. Boston-Francfort, 747-400.
Donc j'ai pris deux sortes de 747, les deux plus récentes. Mais revenons à nos moutons. Revenons en 1966. Donc Boeing convoque des ingénieurs. Ils se mettent au travail pour y faire cet appareil extrêmement moderne. Le 747. Mais il y avait un problème qui s'est posé à ce moment-là. Un avion aussi énorme qu'un 747. Il fallait un lieu de construction monstrueux. Énorme. Tout simplement parce que construire un avion aussi grand que le 747 dans les usines où il faisait le 707, mais c'était totalement impensable à l'époque. Attendez, essayez simplement de construire un paquebot là où vous construisez un hors-bord. Ça revient au même. Voilà, c'était impensable à l'époque. Jusqu'à qu'ils construisent l'usine d'Everett. Beaucoup plus grand. Qui était censé occuper plusieurs 747 à la fois. Et le prototype a été construit là-bas. En même temps même que la construction de l'usine, si vous voulez l'anecdote. Depuis, l'usine a été agrandie, et c'est là où on construit tous les avions, les 737 8 et 9 MAX, les 747 8 intercontinentales, les 787 et 777. Ils sont tous construits là-bas aujourd'hui. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Il faut que vous sachiez. Et le premier avion à être construit là-bas, c'était le 747. Ce sera aussi toujours bon à savoir. Donc le prototype est construit. En 1969, il est terminé. Le patron de la Paname a passé une commande, puis d'autres compagnies, ce qui fit un total d'environ 300 commandes. Pour un avion comme ça, c'est énorme. Énorme. Et donc, en 1969, le 747 fait son premier vol. Mais entre 1969 et 1970, le 747 a eu énormément de problèmes techniques, particulièrement avec les moteurs. Le Pratt & Whitney JT9D. Autant vous dire que Boeing, ils ont dû mettre un de leurs pilotes dans un 747. Boeing, ils ont dû mettre un pilote d'essai dans un 747. Inviter directement un cadre de l'entreprise Pratt & Whitney qui construisait les moteurs en 747 de décoller, de mettre les gaz un peu à fond, les moteurs ils pétaient. Le mec il a flippé sa mère, et autant vous dire qu'après les moteurs ils étaient fiables. C'était tout simplement pas sérieux. Il n'y a pas eu que ça, il y a eu d'autres problèmes techniques moins importants, mais quand même, qui ont contribué donc à un petit retard, voilà. Broutilles, quelques millions de perdus, voilà. Mais bon, en 1970, le 747 est officiellement mis en service. Le premier exemplaire est livré à la compagnie, roulement de tambour, Lufthansa. Non, je déconne, Paname. Vous l'aurez tous deviné, je pense. Donc, bon, l'avion est livré à Pan American World Airways. Nous sommes alors en 1970. Donc, la première version du 747 est en train de se produire. Nous sommes en 1967. 6 ans plus tard, après 6 ans de commercialisation, le 747-100 doit être amélioré. Il sera amené à une modification majeure qui sera la cabine supérieure. Tout simplement parce que il n'y avait que 3 hublots de base. Et niveau design, c'était correct. Mais les passagers, eux, ce qu'ils voulaient, c'était voir de partout. Et comme c'était quand même les grosses classes, les business class, il fallait qu'il y ait du hublot de partout. Donc, c'est ce qui a été fait. La puissance des moteurs a été augmentée. Et les cabines ont été repensées. Ce qui a donné le 747-200. 747-200 qui a été produit donc de 1976 à 1980. Mais qui, malgré sa courte production, a eu un succès phénoménal. Plus important que le 747-100. Malheureusement, en 1977, à peine un an après la commercialisation du 747-200, un 747-200 et un 747-100 se rendent dedans. Explication du contexte. Nous sommes en 1977 sur l'île de Tenerife. Suite à un attentat sur l'île de Las Palmas, le 747 du vol 1736 de la Paname et le 747 du vol 4805 de la KLM sont forcés d'atterrir à l'aéroport de Tenerife Los Rodeos.
Les deux appareils atterrissent. Le 747 de la KLM avant le pas. Donc, l'aéroport de Las Palmas est fermé jusqu'à vers 17h, 16h30. Mais à 17h, les deux 747 vont pouvoir décoller. Malheureusement, il y a du brouillard qui se forme. À ce moment-là, il y a le 747 de la KLM, qui est le 200, qui longe la piste. Le Panam se trouve derrière. Le KLM se retourne, prêt au décollage. Suite à un problème d'interférence, certains ordres n'ont pas été entendus. Et des problèmes également au niveau des sorties ont eu lieu, étant donné qu'une sortie trop périlleuse s'offrait à l'occasion du 747 de la Pan American. C'est-à-dire que le commandant de bord de la Pan American voulait prendre la prochaine sortie. Donc l'appareil n'est pas sorti tout de suite. De plus, le commandant de la KLM n'était pas habitué, enfin plus habitué, du moins puisque c'était l'un des pilotes les plus expérimentés, Jacob Van Zenten, n'était pas habitué n'était plus habitué à piloter en vrai, puisqu'il faisait de la formation sur simulateur. Puis les pilotes étaient fatigués et quelques confusions ont eu lieu dans le cockpit qui ont amené donc décollage. C'est-à-dire que l'équipage de la KLM a entamé le décollage sans autorisation. La suite va connaître certainement. Les mains, vous l'avez deviné. Les deux avions sont rentrés dedans. Bilan 583 morts. C'est pas mal. C'est même énorme. Ce qui en fait la deuxième catastrophe aérienne la plus meurtrière, dont la première en tant qu'accident. Puisque la première catastrophe meurtrière n'était pas un accident mais un attentat. C'était le 11 septembre 2001 et c'était pas des 747. Donc ça nous intéresse pas. On en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Ce qui a quand même remis en cause pendant un certain temps la fiabilité du 747. Mais grâce aux enquêtes rapides quand même, on a pu démontrer que c'était la faute du commandant de bord KLM Jacob Van Zanten. Donc l'image 747 n'était pas pourrie pour autant. En 1980, le 747-300 est mis en service. 747-300 est une amélioration au niveau de la cabine du 200. C'est-à-dire que la cabine a été agrandie. On peut reconnaître grâce à une porte qui coupe en deux la rangée de hublots se trouvant au niveau de la bosse, donc à l'étage supérieur. Et donc, cet appareil également dispose de moteurs plus performants, mais toujours des mêmes Pratt & Whitney que sur le 100 et le 200. Le moteur commence à dater un peu. L'avion n'a pas eu un succès énorme entre 1980 et 1988, mais en 1988, un appareil va prendre la relève du 300. Je veux bien parler du 747-400, qui fut le 747 produit au plus grand nombre d'exemplaires. 747-400 est reconnaissable grâce à ses moteurs modernisés et qui ne sont plus les vieux Pratt & Whitney qu'on retrouvait sur le 100, 200 et le 300. Grâce à ses winglets, ce qui fut le premier et le seul 747 équipé de winglets, et la même cabine que sur le 300. Cet avion a été produit de 1988 à 2010, ce qui en fait le 747 produit le plus longtemps. Il faut dire aussi qu'entre le 747-200 et le 300, il y a le 747 SP. 747 SP qui était un 747 raccourci, qui se posait quand même des mêmes réservoirs de carburant. Et il était donc plus léger, ce qui faisait que le rayon d'action était allongé. Et aussi cet appareil était détenteur du record de rayon d'action pendant les années 80. Jusqu'à que ce record soit banni par un Airbus A340, puis un Boeing 777-200L. Donc revenons à nos moutons, à notre 747-400. Enfin, non, revenons au SP, excusez-moi. J'ai pas tout dit dessus. Pourquoi le SP n'a pas eu un grand succès? Simplement parce que cet avion, pour être plus léger, il fallait qu'il transporte moins de passagers. Et donc, les compagnies aériennes n'ont pas vraiment aimé ça. Et ont préféré garder le bon vieux 200. Puis le 300 quand il est sorti. Revenons donc au 747-400. Enfin,
à son successeur. Nous sommes en 2010. Le nouveau 747, le 8, est mis en service. Le tout nouveau moteur, General Electric, similaire à ceux du 787, mais quand même plus performants, sont montés sur cet appareil. On les reconnaît grâce à son design qui est semblable à celui du 787, avec l'arrière dentelé. Et évidemment, on peut y retrouver également un pont supérieur allongé. Ce qui fait donc deux modifications majeures. Et il faut dire que la longueur du 747 n'avait pas été modifiée depuis le 747-100 jusqu'au 747-400. Toujours 70,6 mètres. Mais elle a été allongée et a été portée à 76,3 mètres sur le 8, qui est donc le dernier Boeing 747. Donc cet appareil, le 747-8, en quoi est-il important? Et bien c'est le dernier 747 produit. De plus, on ne sait pas si on aura d'autres ensuite. Tout simplement parce que le 747 a littéralement été démodé par les gros porteurs actuels. Je veux bien parler du Boeing 777 et de l'Airbus A380. À cause de ces appareils, le 747 n'a plus la même place qu'autrefois. C'est pour ça que des compagnies aériennes se tournent plus pour un avion économique sur le 777, voire la 350 ou le 787 pour les appareils plus récents, plus petits et plus économes, soit pour gros porteurs, la 380. Mais il est possible que Boeing par la suite mette en service un 747 encore plus grand, pour mieux pouvoir concurrencer la 380. Donc voilà pourquoi le 747 n'a pas le même succès qu'autrefois. Mais ça reste un avion qui restera dans les mémoires. Et qui reviendra peut-être une fois en France. Ce qui serait génial quand même. Pour les puristes, ce serait excellent. Parce qu'il faut dire, la 380 c'est un bon appareil, c'est un avion qui est en partie français, qui est européen. Mais le 747 est beaucoup plus mythique. Et à vrai dire, l'avion le plus mythique, l'avion le plus connu, qui vient d'Europe, c'est pas la 380, c'est le Concorde. Alors qu'aux États-Unis, l'avion américain le plus connu, c'est le 747. Et ce qu'il y a de plus drôle, c'est que ces deux avions ont volé la première fois pour la même année, 1969. Et même en 1969, le premier homme marche sur la Lune. Alors autant dire que 1969, ça a été une année bien chargée pour l'aviation, pour l'aéronautique, et pour tout ce qui tourne autour. Sur ce, je vous dis salut, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un bon pouce bleu, à aller regarder les autres vidéos de la chaîne. Et je vous dis à la prochaine!